définitive de la MINUSMA, le sujet est abordé encore une fois par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Il a rencontré ce matin le corps diplomatique. Abdoulaye Diop indique que même si ce retrait suscite des attaques dans le Nord, on note des avancées significatives dans le processus. C'est parti depuis ce matin pour le 8e congrès des médecins militaires. Durant 3 jours, ils vont échanger sur les grands défis relatifs au renforcement des capacités du plateau technique des forces de défense et de sécurité. L'événement est placé sous le thème Affection thromboembolique veineuse. Environ 100 millions de francs CFA, c'est le budget alloué à la campagne d'information et de sensibilisation sur les manuscrits anciens. Lancée hier, l'initiative va s'étendre sur 3 mois et concerne 3 localités. Très heureuse de vous retrouver, mesdames, messieurs, bonsoir. Audience à la primature, le chef du gouvernement a rencontré le collectif citoyen des militaires et paramilitaires, retraités, épouses et veuves au Mali. Ensuite, le Premier ministre a ouvert la porte de son bureau à des marcheurs panafricanistes ayant marché de Bamako à Conakry pour délivrer un message d'unification entre le Mali et la Guinée, compte rendu à Luceni Touré. Le collectif des militaires et paramilitaires retraités, épouses et veuves du Mali entame mettre à la disposition de l'État le potentiel de connaissances et d'expériences acquises au cours de leur longue carrière. Et pour ce faire, ils entendent passer par la sensibilisation et la mobilisation des ressources humaines pour relever au plus vite les défis actuels. Soutenir et accompagner les efforts de stabilisation du pays. Éveiller les consciences populaires sur les enjeux auxquels le pays fait face. Apporter assistance et soutien aux forces armées de défense et de sécurité dans les domaines spécifiques de compétences de chaque entité. Je compte sur vous, vos conseils, vos bénédictions et les orientations que vous allez donner. Je dis toujours à nos amis, je finis par ça, ce que nous demandons au Dieu, c'est que la détermination de cette équipe-là à recouvrer l'indépendance et la souveraineté du Mali, elle soit sans faille jusqu'au bout. Les marcheurs, au nombre de 7, ont mis 37 jours pour relier Bamako à Conakry, dans la capitale guinéenne. Nos marcheurs, tous convaincus de l'idéal panafricaniste, ont apporté le message de l'unité et de la paix. Ces marches vers la Guinée, Mali, Guinée, Mali, Guinée, Mali, Sénégal, Mali, c'est une nouvelle ère qui commence. On ne peut pas fermer les yeux sur ça. Aujourd'hui, le Mali, le Burkina Faso et le Niger se sont mis ensemble. Personne ne les a demandé de se mettre ensemble. Ce sont les circonstances qui ont dicté cette attitude. Et nous ne souhaitons pas que ce soit des circonstances douloureuses qui font que les Africains se mettent ensemble. Donc si nous arrivons à mettre en place une structure qui va faire la promotion de l'intégration africaine, parce que les différentes frontières là, quand nous regardons de près, ce sont des mensonges. Que personne ne se hasarde à nous minimiser. Et c'est pourquoi notre président a fixé 3 objectifs. Vous voulez coopérer avec le Mali, il faut que vous respectiez les 3 conditions définies. Respecter la souveraineté du Mali, respecter son choix stratégique et des partenaires stratégiques, et respecter ses intérêts. À ces conditions, on peut travailler avec vous. À l'heure des grands défis, le Mali, notre pays, peut compter sur l'ensemble de ses fils et filles, des plus jeunes aux plus âgés. Leur accompagnement est une contribution de taille dans la réalisation des objectifs de l'exécutif. Échange sur le retrait définitif de la MINUSMA. Ce matin, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale était face au corps diplomatique. Abdoulaye Diop et 3 de ses collègues ont donné des éclairages sur le processus. Selon le chef de la diplomatie, le retrait avance de façon significative, même s'il suscite des attaques dans le nord du pays. Les échanges ont été suivis par Kadiga Toukone et Sambou Diakité. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale face au corps diplomatique. Cette rencontre, deuxième du genre, fait suite à celle du 18 mai dernier. Elle évoque la situation du pays. Et tous sont unanimes ici que les crises que traverse le Mali ont profondément mis en mal les valeurs cardinales de paix et de stabilité.
Sujet principal du jour, la coordination des opérations pour le bon déroulement du processus de retrait de la MINUSMA d'ici au 31 décembre 2023. Il était donc important pour le chef de la diplomatie malienne, entouré de 3 de ses collègues, de partager avec ses hôtes les priorités de l'action gouvernementale dans le contexte actuel sur le terrain. Ce retrait doit être ordonné, il doit être sécurisé, mais par-dessus tout, pour les autorités du Mali, ce retrait doit être coordonné en ce sens que tout doit se faire en étroite coopération et coordination avec les autorités maliennes. Dans la conduite de ce processus de retrait, l'objectif stratégique du Mali est d'œuvrer pour recouvrer sa souveraineté et l'exercer sur l'ensemble de son territoire national. Les forces de défense et de sécurité doivent réoccuper toutes les emprises, en particulier les camps libérés par la MINUSMA. Le ministre Abdoulaye Diop de rassurer que les efforts et actions en cours pour ramener la sécurité, notamment dans le nord du Mali, commencent à produire des résultats encourageants. Ce retrait a suscité beaucoup d'appétit de divers groupes, de certains groupes signataires, mais aussi de groupes terroristes. Et c'est ce qui nous a amené à assister à l'intensification des attaques terroristes contre les installations des forces de défense et de sécurité, et même contre des populations civiles. Mais ceci ne fait que renforcer la détermination des autorités à renforcer la lutte contre le terrorisme, l'insécurité. Chaque requête relative au processus de retrait fait de notre part l'objet d'une attention et d'une diligence particulière. Nos équipes ont donné et continuent de donner suite dans ce contexte particulier aux différentes sollicitations, et je me réjouis en tout cas du bilan global que nous avons atteint à l'issue de la première phase de retrait, malgré quelques petites difficultés qui se sont posées, mais globalement les choses se sont bien exécutées. Actualité oblige, la situation particulière de Kidal, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, s'est invitée dans les échanges. La vision du gouvernement reste claire. Le gouvernement déplore profondément l'abandon des unités maliennes du bataillon de forces armées reconstituées, aussi avec l'encerclement et l'occupation de leur camp par la CMA, sans aucune réaction de la MINUSMA. Les diplomates accrédités au Mali apprécient la montée en puissance des FAMA, une avancée que les ambassadeurs souhaitent promoteuse pour le Mali dans la lutte contre le terrorisme, en témoignent les propos du doyen du corps diplomatique. On espère franchement de tout nos cœurs que le Mali arrive très bientôt à assurer la souveraineté sur l'intégrité de la totalité des territoires maliens. Après cet échange direct de quelques heures, les interlocuteurs des ministres maliens ne cachent pas leur satisfaction. Cet exercice nous a permis, parce que nous sommes ici quand même des témoins oculaires de la situation du Mali, de l'évolution de la situation. Et tout ce que nous avons entendu des ministres, avec des explications claires et nettes, nous permet aussi de rendre compte à nos gouvernements. La lutte antiterroriste est en évolution au Mali. En tout cas, toutes les dispositions sont mises en place par les autorités maliennes pour le bon déroulement du processus de retrait de la MINUSMA, et le Mali tient au respect du plan de retrait, souligne le ministre Abdoulaye Diop. La délégation malienne de haut niveau, conduite par le ministre de l'économie et des finances, poursuit sa mission à Moscou. Deux mémorandums d'entente ont été signés aujourd'hui. Ils concernent notamment la recherche géologique, mais aussi et surtout le nucléaire civil. Grâce à ces mémorandums d'entente, le Mali fera très bientôt ses premiers pas dans le nucléaire civil, avec à la clé la construction prévue de 4 centrales nucléaires de 55 MW. Notre pays pourra également disposer d'un cadastre minier qui répertoriera les substances minières existantes sur toute l'étendue du territoire national. Il a été également question au cours de cette journée de l'approvisionnement du pays en engrais pour la prochaine campagne agricole à partir de la Russie. La société russe chargée de la distribution des engrais est prête à fournir au Mali la totalité des quantités dont le pays
a besoin dans les plus brefs délais et à poursuivre l'approvisionnement de notre pays en blé. Nous y reviendrons en images dans nos prochaines éditions avec nos envoyés spéciaux Brahima Koulibaly et Yaya Konaté. Nous restons à l'extérieur. L'émission Lambétigui est une coproduction de l'ORTM et de la RTG, les télévisions nationales maliennes et guinéennes. Après une première émission réalisée ici à Bamako, la deuxième est produite. C'était hier au Palais du Peuple en Guinée, en présence des CNT du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso. Lambétigui parle de l'origine des noms de famille et les liens séculaires qui ont existé entre les communautés et les États. L'événement était riche en couleurs en présence des artistes maliens et guinéens. Je vous propose de suivre les réactions de Assarid Aga Imbarkawan, premier vice-président du CNT du Mali, et Dansa Kourouma, président du CNT de la Guinée. Je voudrais remercier le président du Conseil national de transition de la Guinée. Je dois vous dire que j'ai été véritablement émerveillé par les artistes guinéens. Et puis les artistes guinéens ne sont pas très différents des artistes maliens. Je me suis senti non seulement en Guinée, mais aussi au Mali, parce qu'on chante dans une langue commune qui se parle et au Mali et en Guinée. Donc nous avons passé une très belle soirée. Je voudrais remercier tous les artistes pour leur prestation ce soir. Je voudrais remercier le président du Conseil national de transition de la Guinée pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé. Le Mali traverse une situation extrêmement difficile qui lui a été imposée et je voudrais demander à l'ensemble des peuples guinéens de prier pour le Mali, pour que le Mali puisse remporter des victoires tous les jours. Les forces de défense et de sécurité poursuivent les opérations pour affirmer la souveraineté du Mali sur toute l'étendue du territoire national. Dans le nord du pays, précisément sur le théâtre est de l'opération Maliko, les FAMA multiplient les initiatives pour assurer les populations à Anefis, Tarkint, Al-Moustrat ou encore à Bourem. Le soutien à l'action de l'armée ne faiblit pas. Constat de nos envoyés spéciaux sur le terrain, Ibrahima Traoré, Abdoulaye Sako, Sidiki Balou. Commandement interarmé du théâtre Est de l'opération Maliko, un théâtre qui couvre les régions de Gao, Kidal et Ménaka. Premier constat, au plus près des troupes, le moral est bon, même très bon. Au sol comme dans les airs, les hommes sont déterminés et armés de courage pour traquer l'ennemi déjà en débandade. Deuxième fait marquant ici, les populations gagnent en assurance et affichent leur soutien aux forces de défense et de sécurité. Dans plusieurs localités, les activités économiques reprennent progressivement. Les conditions se créent par les FAMA pour favoriser le retour des services sociaux de base. Avec le retrait de l'aménagement, les FAMA sont engagés fortement dans des opérations pour affirmer la souveraineté du Mali sur toute l'étendue du territoire national. Le département en charge de la jeunesse engagé à faire connaître le contenu du décret relatif au statut particulier de la réserve des forces armées et de sécurité. Il vient de tenir une séance de sensibilisation à l'endroit des responsables de ces structures décentralisées et des jeunes leaders des différentes régions du pays. Était associé à cette séance d'appropriation le ministère de la Défense et des anciens combattants et celui en charge de la fonction publique, Fousseni Tunkara. La deuxième réserve qu'on peut identifier, ça c'est la réserve opérationnelle. Le directeur des ressources humaines de l'armée en pleine séance d'explication du contenu du décret relatif au statut particulier de la réserve des forces armées et de sécurité. Cette séance d'appropriation est entreprise par le département en charge de la jeunesse et de la construction citoyenne. Aujourd'hui, tout le monde doit être dans une disposition. Et c'est ce que le décret demande. C'est que les forces vives de la nation soient dans une disposition pour comprendre qu'à n'importe quel moment, il se pourrait qu'on soit mobilisé pour défendre notre pays. Et nous sommes très, très, très heureux parce que je pense que c'est un bon début. Et ce début, ça ne s'arrête pas ici. Parce que ce qu'on a demandé à la salle, c'est qu'aujourd'hui, eux, ils se l'approprient. Leur rôle, c'est que dès qu'ils retournent dans leur communauté, qu'ils soient en mesure de restituer.
Le ministère en charge de la construction citoyenne n'est pas le seul à se prêter à cet exercice de vulgarisation du contenu du statut particulier de la réserve des forces armées et de sécurité. Il fait chemin avec le département de la fonction publique et celui de la défense et des anciens combattants. Cette rencontre nous a donné l'opportunité d'expliquer de fond en comble comment doit se faire la réserve au Mali et quels sont les types de réserves qui existent et dans quelle mesure un citoyen peut être considéré comme réserviste et dans quelle situation un réserviste peut être mobilisé. Je dirais tout simplement au peuple malien que ce document, c'est un document cadre et que tout le monde doit faire sien. Le décret relatif au statut particulier de la réserve des forces armées de sécurité a été pris en Conseil des ministres du 13 septembre 2023. Une disposition dont le but est d'apporter un concours aux forces de défense et de sécurité et contribuer à raffermir les relations armées-nation. Le ministre en charge de la Santé a entamé ce vendredi une visite de terrain dans la région du Ségou. Assa Badialo Touré s'est rendu respectivement dans les districts de santé de Barouli, de Konobougou et de Fana dans le cadre du mois de la solidarité. Elle a aussi rendu visite aux personnes les plus âgées et aux notabilités de ces localités. Le résumé avec nos envoyés spéciaux Modibo Mariko et Aboubakar Traoré. Se rendre compte par soi-même plutôt que de se faire raconter, la visite de Mme le ministre de la Santé et du Développement social s'inscrit dans cette démarche. Une approche qu'il a menée ces jours sur le terrain. Première escale, le centre de santé de référence de Fana, un centre bâti sur 5 hectares et demi et qui rencontre des problèmes notamment des ressources humaines, des matériels roulants, du bloc opératoire, des problèmes presque similaires au CCRF de Barouli, deuxième étape de la visite, sauf qu'ici, il n'y a pas d'unité de radiologie, de pédiatrie, encore moins de gynécologie, selon les dires du médecin-chef sur place. Toutefois, à Konobougou, le ministre a noté avec satisfaction qu'en plus des soins de base, les centres de santé communautaires universitaires arrivent à former des agents de santé. Ainsi, dans toutes les 3 structures visitées, Mme le ministre a dit avoir bien noté les différentes doléances. On a visité certains services clés, à savoir surtout les labos, les maternités, nous enquérir de ce qu'il y a. On a vu les ambulances, on a essayé de voir leur état, leur fonctionnalité et on a échangé avec les médecins-chefs pour nous enquérir de leurs problèmes. De toute façon, on a vu, nous sommes avec les techniciens, les directeurs, on a tout noté. Mois de la solidarité oblige, le ministre de la Santé et du Développement social a aussi rendu visite aux 2 personnes les plus âgées, respectivement de Barouli et de Konobougou. La première, Mme Bitou Traoré, est aujourd'hui âgée de 103 ans. À part quelques problèmes de vision, Mme Traoré ne connaît apparemment pas d'autres problèmes de santé et vit bien autour de ses 5 enfants et ses 58 petits-enfants. Quant à Mme Djaï, la personne la plus âgée de Konobougou, elle a 90 ans, 12 enfants et 15 petits-enfants. À chacune d'elles, Mme le ministre a remis une enveloppe symbolique en leur demandant de faire des bénédictions pour le pays. Nous sommes au mois de la solidarité, c'est-à-dire leur apporter notre soutien, leur apporter le soutien au nom du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, au nom du Premier ministre, le Dr Choguel Kokala Maïga et tout le gouvernement du Mali, toute la transition, le CNT, pour dire que c'est un mois où on doit beaucoup de solidarité, surtout envers les personnes âgées. Aussi bien à Barouli qu'à Konobougou, Mme le ministre a rendu une visite de courtoisie aux différentes notabilités sur place, mais non sans leur demander là aussi de faire des bénédictions pour les pays. Santé, toujours, les membres de la centrale de service de santé des armées, en collaboration avec la Société malienne de médecine militaire, sont réunis à la faveur de leur 8e congrès. Pendant 3 jours, ils vont échanger sur les grands défis relatifs au renforcement des capacités du plateau technique des forces armées de sécurité. Le thème choisi pour cette 8e édition est « Affection thromboembolique veineuse », classée comme 3e cause des maladies cardiovasculaires. Boubacar Babli Touré pour plus de précisions. Après le 7e congrès de médecine militaire du Mali, tenu dans un contexte particulier marqué par le Covid-19, voilà une fois de plus ce corps médical militaire réuni à la faveur de son 8e congrès. Pendant 3 jours, il s'agira pour ces congressistes qui sont les membres de la centrale du service de santé des armées, en collaboration avec la Société malienne de médecine militaire du Mali, de réfléchir à comment mutualiser les efforts pour offrir une meilleure qualité de service de santé à la population en général et aux forces armées et de sécurité en particulier. Le thème retenu cette année s'intitule «
affection thromboembolique. La maladie thromboembolique veineuse a été classée comme étant la 3e cause de maladie cardiovasculaire, derrière l'infarctus du myocarde et les accidents vasculaires cérébraux, et la première cause de décès évitable dans les structures hospitalières. Occasion pour le premier responsable de la centrale du service des armées de saluer les efforts consentis par le département de la santé en faveur de la médecine militaire avant de présenter quelques doléances. La transition est toute trouvée pour plaider encore une fois de plus la cause de l'école militaire de santé, également autorisée par les nouveaux textes portant création, organisation et modalités de fonctionnement du service de santé des armées. La réforme en cours du service social des armées va permettre d'organiser le service en le dotant de nouvelles structures, notamment une école militaire de santé et un institut dédié à la recherche. La construction en cours d'un hôpital militaire de référence en est aussi une parfaite illustration. Ce cadre que je l'espère répondra à l'essentiel des besoins qui se posent au service de santé des armées dans l'accomplissement de leurs missions de tous les jours. Selon le ministre de la Santé, d'autres efforts sont en cours pour mieux outiller les services de santé militaire pour mieux faire face à leurs missions régaliennes. Les maladies thromboemboliques, c'est un sujet d'actualité, un sujet qui parfois peut impliquer toutes les spécialités, de la cardiologie à la neurologie et parfois à la chirurgie. Donc c'est un sujet qui peut vraiment être discuté, mais il n'y a pas que les maladies thromboemboliques, il y a d'autres sujets qui seront là. Et je sais qu'à l'issue de ça aussi, toutes les régions militaires feront des bilans, il y aura des recommandations. Le ministre de la Santé et son collègue de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ont, à travers une visite de stand, pu apprécier les progrès enregistrés par le corps médical militaire. L'hôpital de dermatologie de Bamako a tenu la 2e session extraordinaire de son conseil d'administration. Au cours de la session, les administrateurs vont échanger sur le projet d'établissement, un document de planification pour la bonne marche de la structure. Reportage Inaba. Les administrateurs de l'hôpital dermatologique de Bamako vont examiner les documents du projet d'établissement. Il s'agit d'un outil de planification dont la conception nécessite une approche globale au regard des ressources disponibles. Le projet en question comporte 6 points, à savoir l'état du lieu de l'environnement, le volet médical, accueil, soins infirmiers, gestion d'appui, services et d'études de faisabilité. L'élaboration du projet d'établissement obéit à une logique participative, avec toutes les catégories d'acteurs intervenant dans l'hôpital. Il s'agit d'une vision prospective de l'établissement sur un horizon de 5 années dans un souci d'appropriation des objectifs et des choix des projets à construire pour mettre fin au pilotage à vue des hôpitaux au Mali. L'hôpital dermatologique de Bamako est un établissement public. Il a pour mission d'assurer le diagnostic, le traitement des maladies dermatologiques. Les perspectives pour l'année 2023, c'est d'abord l'adoption de ce document. Une fois le document adopté par le conseil d'administration, cela va nous permettre d'aller faire les plaidoyers à la fois au niveau de l'État, qui est le principal bailleur de l'hôpital, et également au niveau des partenaires pour soutenir, pour nous aider à offrir les meilleurs soins. À l'issue de la rencontre, des recommandations seront formulées pour l'amélioration de la prise en charge des maladies cutanées. C'est le défi que compte relever l'hôpital. Sortie de la 14e promotion du système numerus clausus de la faculté de médecine et d'odontostomatologie, composée de 400 médecins, elle porte le nom du professeur Sambou Soumaré. Ces hommes et femmes viennent de boucler ainsi leur formation doctorale. Boubacar Kanouté. Ils viennent de terminer leur cursus scolaire après 7 ans de dur labeur. Ils sont issus de la 14e promotion de numerus clausus de la faculté de médecine et d'odontostomatologie. Au total, ils sont 400 médecins de 14 nationalités. Nous sommes prêts à relever les défis de la médecine, à apporter notre contribution à la société et à continuer d'apprendre et de grandir en tant que des professionnels de santé. Que notre avenir soit brillant et rempli de succès. La faculté de médecine du Mali est une référence en Afrique. Elle a formé plusieurs cadres africains et continue toujours. Par la grâce de Dieu, nous avons fini et nous sommes vraiment contents. J'ai vraiment appris des Maliens, j'ai vraiment appris, non pas seulement le côté professionnel, pas seulement le côté santé, mais également le côté humanitaire en fait.
Donc vraiment, j'ai vraiment aimé les études au Mali. Une minute de silence a été observée en la mémoire des 3 étudiants de la promotion, tous décédés des suites d'accidents de la circulation. Le tout sous les notes musicales de la fanfare de l'armée de terre. Pour boucler la page santé, ce reportage, la Direction régionale de la santé et de l'hygiène publique de Koulikoro vient de recevoir un véhicule Toyota pick-up 4x4 et un important lot d'équipements ophtalmologiques. Les équipements ont coûté plus de 55 millions de francs CFA, entièrement financés par l'ONG Sight Savers. La remise a été couplée au lancement officiel de la campagne de chirurgie gratuite de la cataracte en 2e région. Compte rendu, Ousmane Koïta. Chaque sévère vole au secours des malades oculaires de la région de Koulikoro. La clé pick-up 4x4 qui permettra de gérer les besoins de supervision du centre oculaire au niveau des districts sanitaires de la région. En plus de ce don, un important lot d'équipements ophtalmologiques a été également remis à la Direction régionale de la santé. Cet appui de l'ONG sévère a coûté plus de 55 millions de francs CFA. Nous travaillons avec cette région depuis plusieurs années et c'est une région qui nous donne beaucoup de bons résultats. Ce don survient pour appuyer la Direction régionale de la santé de Koulikoro dans la prise en charge des personnes, des communautés qui souffrent de maladies oculaires et pouvoir mieux appuyer les districts dans lesquels ces interventions sont faites, à savoir les campagnes de chirurgie de la cataracte. Occasion pour le chef de l'exécutif régional de rendre visite à l'équipe de la campagne et aux malades de cataracte. Nous sommes fiers aussi d'avoir réceptionné ces équipements ce matin, parce que nous sommes aussi dans le cadre du mois de la solidarité qui consiste à prendre en charge par an 1000 cas de cataracte. Aujourd'hui, nous assistons à la remise d'un véhicule 4x4 d'une valeur de 25 millions de francs CFA, alors d'un kit d'équipements médicaux alors d'une valeur de 33 millions environ. Donc vraiment c'est important. Et cette année, dans le cadre de la campagne de chirurgie oculaire, il est prévu en tout cas d'opérer 1000 personnes. Donc je viens de visiter la salle d'opération et tout se déroule normalement. La remise des clés du véhicule et des équipements ainsi que la visite rendue à l'équipe de la campagne et aux patients ont également marqué cette journée. Toujours à l'intérieur du pays, 3e session du conseil d'administration du complexe minier Loulou-Gounkoto. Ce fut l'occasion de faire le point des performances du 3e trimestre de l'année en cours, de faire la revue des opérations et des défis à relever. Reportage Kansoutou Kanouté. Les dirigeants du géant de l'industrie minière au Mali, Barrick, se sont réunis lors du traditionnel conseil d'administration qui a lieu chaque trimestre au sein du complexe Loulou-Gounkoto. Au cours des travaux, il est ressorti que le complexe Loulou-Gounkoto est sur une bonne voie d'atteindre l'objectif de l'année. Il a contribué à 5% et 10% au PIB malien au cours des 10 dernières années et les mines exploitées par Barrick Grand Gold ont versé environ 9,5 milliards de dividendes, d'impôts et de redevances à l'État sur 26 ans. On est aussi satisfait en fait de tout ce qui se passe pour l'instant, malgré tous les défis qui nous attendent. Le Mali est une destination privilégiée dans la mesure où les ressources quand même sont là. C'est la réunion du district de Kenyeba est prolifique. On a beaucoup de mines d'or effectivement développées et peut-être aussi à développer. Mais ça dépendra en fait de l'attractivité quand même du nouveau corps. Au cours du conseil d'administration, le président et chef exécutif de Barrick, Marc Bristow, a mentionné que le complexe Loulou-Gounkoto est prêt à maintenir son statut dans le classement du top 10 des meilleures compagnies productrices d'or à l'échelle mondiale. Barrick a également formé une base de compétences jusque-là inexistante dans la région et toute l'équipe de direction de Loulou-Gounkoto est malienne. Avec la découverte de nouveaux gisements, la mine a une perspective jusqu'en 2039. Rappelons qu'une délégation avec à sa tête Dominique Diarra, surintendant du développement communautaire de Gounkoto, s'est rendue à Kounda pour visiter l'adduction d'eau potable composée de 17 bornes fontaines avec 34 têtes de robinet. Coût de réalisation, 103 millions de francs CFA. S'en est suivi la visite des champs solaires dans le site du complexe Loulou-Gounkoto et la remise d'un don d'une valeur de $20,000 à 2 associations par le président directeur général Marc Bristow. La fête nationale du Royaume d'Espagne est célébrée chaque année le 12 octobre. Elle marque l'unité et la diversité de l'Espagne en tant que nation. À cette occasion, une réception a été offerte par l'ambassadeur du Royaume d'Espagne au Mali, Ibrahim Kaoukounate et Adama Kamara.
La fête nationale du Royaume d'Espagne est une occasion pour les Espagnols de célébrer leur pays, leur histoire et leur diversité culturelle. Il y a plus de 10 ans que la communauté internationale est venue en secours à la demande du Mali. Depuis lors, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Mais sur l'essentiel, la volonté politique reste la même. Continuer à travailler ensemble dans une relation de travail qui soit inscrite dans une dynamique gagnant-gagnant, tout en respectant les principes de solutions africaines pour les problèmes africains. Par rapport au bilatéral, le Mali reste un pays prioritaire pour l'Agence de coopération internationale, l'AECIT. L'occasion était bonne pour les autorités du Mali et de l'Espagne de renforcer la coopération entre les deux pays. Je suis heureux de constater la convergence de vues de nos deux pays au plan multilatéral concernant des questions d'importance stratégique telles que la paix et la sécurité dans le monde, la lutte contre le terrorisme, le respect des principes démocratiques et des valeurs humanistes. Un hommage appuyé aux soldats tombés sur les champs d'honneur et la coupure du gâteau des célébrations de la fête d'Hispanité ont couronné cette soirée. Le renforcement de la sécurité alimentaire, la réduction de la prévalence des différentes formes de malnutrition et le renforcement de la résilience des populations vulnérables sont entre autres acquis du projet Intégration de la nutrition dans le mécanisme multidonateur flexible de la FAO. Le projet qui a démarré en 2021 prend fin cette année. La FAO et ses partenaires feront le bilan du projet au cours d'une rencontre à Bamako. Batraouri. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, travaille à l'amélioration du système alimentaire au Mali. Cela se traduit par l'option d'une alimentation saine, disponible et accessible à tous pour corriger le déficit alimentaire et nutritionnel pour la population malienne dont la majorité est jeune. Le projet Intégration de la nutrition dans le mécanisme multidonateur flexible de la FAO pour promouvoir la production alimentaire sensible à la nutrition est la manifestation de cette volonté. Ce programme qui a démarré en 2021 doit prendre fin en 2023. Le présent atelier a donc pour objectif principal de partager avec tous ceux qui sont ici les résultats et acquis du projet, ainsi que les domaines potentiels dans lesquels des financements pourraient être identifiés, pouvant concourir à la transformation des systèmes alimentaires afin de contribuer au régime alimentaire sain. La sécurité alimentaire, la réduction des prévalences des différentes formes de malnutrition et le renforcement de la résilience des populations vulnérables sont entre autres déficits actuels du Mali selon le ministre de l'Agriculture. Les approches holistiques promues par la FAO, dont celle des systèmes alimentaires pour améliorer la nutrition et la santé des populations, ainsi que les revenus des exploitants agricoles s'inscrivent parfaitement dans les réponses adéquates à ces défis. C'est donc à juste titre que le Mali fait partie des 7 pays bénéficiaires du projet Intégration de la nutrition dans le mécanisme multidonateur flexible de la FAO pour promouvoir la production alimentaire sensible à la nutrition. Des recommandations pertinentes sont attendues de cette rencontre. Les professionnels du système financier décentralisé du Mali et leurs partenaires échangent sur les résultats de l'étude menée dans le cadre de l'amélioration des services financiers numériques que le système fournit aux membres et clients. La prise en compte des résultats de cette étude vont permettre la digitalisation des produits et services financiers et non financiers. On retrouve Batraouri. Les institutions de microfinance ou encore systèmes financiers décentralisés contribuent au développement socio-économique des populations à revenus modestes en facilitant leur accès aux produits et services financiers à des coûts accessibles. Toutefois, ces structures rencontrent de nos jours des difficultés inhérentes à l'innovation. Les résultats de l'étude que nous allons bientôt partager et ceux spécifiques à chaque SFD sont un aboutissement de plusieurs années de réflexion et d'échanges entre l'APSFD Mali et le projet inclusif. Ces résultats permettront aux SFD, nous l'espérons, de mieux aborder leur transformation digitale à travers des plans d'action spécifiques pour offrir des produits et services financiers et non financiers digitaux à nos membres ou clients.
L'étude en question a été menée en vue d'évaluer quantitativement et qualitativement les opportunités de développement des systèmes financiers décentralisés. Elle vise notamment au moyen de la digitalisation à l'amélioration des services financiers numériques que les SFD fournissent à leurs membres, à la réduction de leurs coûts opérationnels, à l'obtention davantage de lignes de financement, à l'augmentation de leur chiffre d'affaires et au renforcement de la conformité des rapports périodiques et réglementaires. Le président des séances a annoncé à l'ouverture des travaux l'élection du président de l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Mali au poste de président de la Fédération des systèmes financiers décentralisés de l'UEMOA lors de sa 7e assemblée générale. Je l'annonçais dans le sommaire, lancement de la campagne d'information et de sensibilisation sur les manuscrits anciens, c'était hier. La campagne invite les Maliens à la découverte des manuscrits comme levier de la consolidation de la paix, de la cohésion sociale et du développement durable. En chiffres, c'est 3 mois, 3 localités, 5 langues et un budget de près de 100 millions de francs CFA. Alpha Maïga. Au CICB ce jeudi après-midi, théâtre d'un événement qui mobilise plus d'un. C'est pour le lancement de la campagne d'information et de sensibilisation des populations sur les valeurs des manuscrits anciens. Cette campagne invite donc les Maliennes et les Maliens à la découverte des manuscrits anciens du Mali, levier de la consolidation de la paix, de la cohésion sociale et du développement durable. Elle vise à atteindre plus de 5000 scolaires et universitaires et plus de 3 millions de Maliens dans les langues nationales. D'un montant de 152 864 $ US, soit environ 100 millions de francs CFA. Ce projet, financé par le Japon à la demande de l'UNESCO. La campagne va durer 3 mois et va concerner les localités de Ségou, Djenné et Tumboutou. En toile de mire, les langues nationales, à savoir le Bamana, le Peul, le Songhai, le Tamashek. Les autorités coutumières et religieuses que vous êtes ici présents, vous jouez un rôle important de fait de votre proximité avec le peuple et vous êtes en effet les premiers concernés car vous êtes les détenteurs, les gardiens de cet immense trésor. Grâce au relais que constituent les journalistes et les communicateurs, nous aurons l'opportunité d'approfondir notre compréhension des manuscrits anciens, d'échanger des idées et de discuter de la manière dont nous pouvons travailler ensemble pour les protéger et les promouvoir. Le projet est une réponse de l'UNESCO face aux besoins exprimés par les autorités. La sensibilisation du public constitue un enjeu majeur pour la protection des manuscrits anciens, de même que l'éducation aux médias et à l'information peut être un levier pour leur préservation. Les médias numériques ont un rôle immense à jouer dans la valorisation des manuscrits anciens. Toute collaboration entre médias et institutions culturelles représente pour nous un partenariat gagnant. Une des activités majeures de la campagne impliquera 4 institutions que sont la présidence de la République, le gouvernement, le Parlement et le Conseil économique, environnemental et culturel. L'amphithéâtre 1 de la Faculté des sciences administratives et politiques a servi de cadre à l'entrée en vigueur des activités des chaires UNESCO relevant de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. Le compte-rendu de Hawa Adama Koulibaly et Oumar Katraouri. Reconnus comme pôle d'excellence, les chaires UNESCO favorisent le développement de la formation et de la recherche. Elles contribuent à introduire la qualité dans les actions relevant de leurs compétences. Il en existe 3 au sein de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. Une chaire d'enseignement et de recherche sur l'environnement, on essaie de voir dans un domaine ou bien une situation où il y a des déficits en termes de compétences. Donc, suite à des réflexions, à des études, donc nous essayons de nous organiser pour vraiment former des compétences en la matière. L'autre chaire, c'est la chaire de la promotion de la culture de la paix et des droits de l'homme. Donc, vous savez que la paix aujourd'hui, c'est ce qui nous taraude tous. La 3e chaire, c'est la chaire dédiée au développement communautaire et à l'innovation. Des qualifications utiles et nécessaires aujourd'hui pour le Mali, d'autant plus qu'elles répondent à certaines aspirations du moment.
Les domaines concernés sont en adéquation avec les valeurs de la société malienne. Ces domaines sont en adéquation également avec les orientations et les choix prioritaires définis par les autorités de la transition, notamment dans la recherche des solutions endogènes, efficaces et durables à la crise inédite que traverse notre chère patrie. Les représentants de l'UNESCO ont exhorté la mobilisation de l'ensemble du monde universitaire pour l'atteinte des objectifs fixés. Le ministère en charge de la jeunesse et des sports organise un atelier de formation de la brigade citoyenne. Les participants sont les directeurs régionaux de la jeunesse et des sports, les coordinateurs régionaux et les points focaux du volontariat. Reportage d'Aouda Kouni. Cet atelier destiné aux directeurs régionaux de la jeunesse et des sports et aux coordinateurs régionaux et points focaux du volontariat s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route du département chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. C'est pour valoriser l'appropriation et l'implantation sur toute l'étendue du territoire national, la brigade citoyenne. Et nous nous réjouissons parce qu'ils sont quand même tous là, toutes les régions sont là et vraiment je pense que c'est un moment que nous allons pleinement profiter pour également échanger avec nos acteurs. Il reste des membres du département, ils sont juste délocalisés, mais c'est une partie de notre corps qui est délocalisée et nous avons besoin d'eux et nous sommes très contents qu'ils soient là. Durant 2 jours, les participants se familiariseront avec la feuille de route du département bâtie sur 3 axes, à savoir jeunesse et citoyenneté, le village des opportunités et le sport citoyen. Ils cerneront aussi le concept de brigade citoyenne et échangeront sur la démarche de mobilisation des brigadiers citoyens. Nous allons également les aider dans la mobilisation des fonds au niveau local pour permettre à ces brigades de pouvoir mener les initiatives comme elles le souhaiteraient. Et comme les collectivités le souhaiteraient, parce que leur priorité, c'est de mener des actions, mais des actions qui sont des actions prioritaires pour les collectivités. La brigade citoyenne est un engagement bénévole de jeunes actifs, responsables, conscients de leur rôle et responsabilité dans le devenir de leur communauté, qui se mobilisent pour réaliser une bonne action au profit de leur quartier, de leur commune, voire de leur pays. Clôture ce jeudi à Ouagadougou des travaux du colloque sur les 20 ans de politique agricole de l'UEMOA PAU. La problématique de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la zone se situe à plusieurs niveaux selon les participants. Entre autres, on note la non-validation de ces produits locaux ainsi que les difficultés relatives à la transformation, sans oublier l'impact de l'importation des produits agricoles. Nos envoyés spéciaux à Ouagadougou, Koumba Sissé et Aruna Diarra, nous parlent des recommandations formulées à l'issue des travaux suivants. 3 jours de travaux ont permis aux participants du colloque sur les 20 ans de politique agricole de l'UEMOA d'analyser les difficultés majeures qui entravent l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire et nutritionnelle dans l'espace. Voilà pourquoi les regards étaient tournés vers la mise en valeur des productions locales, tout en mettant un accent particulier sur la recherche et la transformation, l'employabilité des femmes et des jeunes en milieu rural et l'impact de l'importation des produits agricoles sur les producteurs, dont le chiffre s'élève à des milliards de tonnes par an. Une mise en valeur sans laquelle il est difficile, selon les participants, d'aller vers la souveraineté alimentaire. Le Sahel se trouve dans une situation tellement préoccupante qu'on ne peut plus se mettre dans des perspectives de 10, 15, 20 ans. Nous souhaiterons que la politique qui doit être mise en œuvre, sinon élaborée et relue, soit de façon ascendante. Il ne faut pas que ça vienne d'en haut, mais que les États même travaillent dessus. Et je vais mettre l'accent ici sur cette conciliation de ce qui existe au niveau du Mali, pour ne pas dire qu'en fait, la nouvelle alliance qui vient d'être créée, qui couvre le Mali, le Burkina et le Niger, qui s'appelle Alliance des États du Sahel, est un gros morceau aujourd'hui dans l'Union. Et en cela, la politique doit consister à avoir un programme de relèvement économique pour cette zone. Il y a trop de potentialités dans la zone, au sein de l'espace, et pour mettre beaucoup plus l'accent sur les aménagements.
En dépit des difficultés signalées, des résultats intéressants ont été enregistrés dans la zone. Des programmes importants ont été réalisés pour un montant de près de 96 milliards de francs CFA sur la période 2011-2022. Les nouvelles orientations de l'action publique de l'Union dans le secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique devront s'inscrire dans la vision 2040 de la Commission de l'UEMOA. Avec la forte croissance des populations dans la zone de l'UEMOA qui est estimée à environ 141,7 millions d'habitants, les besoins alimentaires augmentent davantage. Aujourd'hui, la région a donc besoin d'institutions fortes pour combler les attentes des populations, d'où l'initiative du processus de la relecture de la politique agricole de l'UEMOA. Ici, à Bamako, face à la reprise des hostilités entre la Palestine et l'Israël, avec son corollaire de victimes des deux côtés, le Haut Conseil islamique du Mali exprime son indignation et condamne les pertes en vies humaines et interpelle la communauté internationale à réagir. Les membres du Haut Conseil islamique du Mali, à travers son président, invitent l'ensemble des musulmans du Mali à faire des prières et bénédictions. Aujourd'hui, avait invité en tout cas à faire des bénédictions aujourd'hui. C'était dans une déclaration lue par Moussa Boubacar Ba, premier secrétaire général adjoint du Haut Conseil administratif islamique du Mali. Il était au micro de Abdoulaye Sakou. Le Haut Conseil islamique du Mali suit avec inquiétude et consternation les événements entre le Hamas et l'État d'Israël. Le Haut Conseil islamique du Mali condamne avec force les attaques contre les populations civiles des deux camps. Le Haut Conseil islamique du Mali rappelle que les causes profondes de cette énième escalade de la violence entre le Hamas et l'État d'Israël est le non-respect des accords relatifs à la création de l'État de Palestine, avec comme capitale Jérusalem-Est, et l'impunité accordée à l'État d'Israël par certaines puissances étrangères de perpétrer des crimes contre le peuple palestinien. Le Haut Conseil islamique du Mali attire l'attention de la communauté internationale du génocide en gestation contre le peuple palestinien et en appelle à la communauté internationale de se mobiliser pour mettre fin à l'agression d'Israël contre le territoire palestinien de Gaza. Le Haut Conseil islamique du Mali soutient les États qui ont déjà manifesté leur soutien au peuple de Palestine. Le Haut Conseil islamique appelle aussi à tous les musulmans et à toutes les musulmanes, à toutes les bonnes volontés de se mobiliser derrière le peuple palestinien afin que ce dernier puisse avoir son État longtemps souhaité depuis les années 1948. Le Haut Conseil islamique encourage le gouvernement de la République du Mali de prendre toutes les initiatives auprès de ses collègues de la Houma islamique, de mobiliser toutes les intelligences islamiques afin que le peuple palestinien puisse entrer dans ses droits inaliénables qui est la création de son État à côté de l'État d'Israël avec Jérusalem-Est comme capitale. Le Haut Conseil islamique a décidé, au cours de cette réunion, d'organiser des prières dans toutes les mosquées du Mali, en collaboration avec la Ligue islamique des imams du Mali. Le Haut Conseil islamique a décidé aussi d'initier des activités dans l'avenir. Le Haut Conseil islamique a décidé aussi d'entamer des démarches auprès des chancelleries de tous les États résidant au Mali. Le Haut Conseil islamique demande aux musulmans du Mali de rester mobilisés derrière lui les jours où il fera appel à toute la communauté musulmane du Mali. Voilà, c'était Moussa Boubacar Ba, secrétaire général adjoint du Haut Conseil islamique du Mali, qui s'exprimait sur la crise entre la Palestine et l'Israël. Et c'est tout pour ce 20h. Merci de l'avoir suivi. À demain, même heure, Inch'Allah.